Ça y est, on est déjà fin janvier, tes bonnes résolutions sont peut-être officiellement derrière toi. Mais bonne nouvelle, il reste un truc qui peut vraiment sauver ton année, investir intelligemment en 2026. C'est pour ça que je t'ai préparé dans cette vidéo un condensé mais ultra complet pour te présenter les 4 thématiques d'investissement qui, selon moi, méritent une attention particulière cette année. Donc l'objectif est simple, c'est de te donner, de te partager des clés concrètes pour qu'à la fin de cette vidéo, tu puisses faire tes propres recherches et investir, si tu le souhaites, dans des solutions accessibles à tous. Bon, mais mini disclaimer quand même obligatoire, les infos que tu vas voir dans cette vidéo peuvent évoluer évidemment rapidement. Donc je suis pas responsable de tes gains ni de tes pertes et cette vidéo n'est évidemment pas un conseil en investissement. Donc je t'invite toujours à agir en connaissance de cause. Avant de commencer, je t'informe que cette vidéo est sponsorisée par Admirals et contient une communication commerciale. Fondée en 2001, Admirals fournit des services financiers depuis plus de 20 ans avec des licences réglementaires dans l'UE, au Royaume-Uni et dans d'autres régions. Admirals te permet d'accéder à une large gamme de marchés, notamment le Forex, les actions, les indices, les ETF et les matières premières. Tu peux notamment trader avec MetaTrader 4, MetaTrader 5, leur plateforme web ou encore l'application mobile Admirals, où que tu sois. Chez Admirals, il y a plusieurs types de comptes pour les traders et les investisseurs. Et si tu préfères, tu peux également trader sur un compte démo gratuit pour t'entraîner. Pour t'aider, tu as aussi accès à des analyses en temps réel, aux actualités du marché et à des ressources éducatives. Si tu veux passer à l'action, te lancer et découvrir les marchés à ton rythme avec Admirals, il te suffit de cliquer sur le lien en description de cette vidéo. Voilà, ça c'est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet. Mais avant ça, un mot rapide. Les thématiques que je vais te montrer aujourd'hui, c'est seulement un aperçu de ce qu'on travaille dans la communauté Altitrading. Si tu ne sais pas encore, Altitrading, c'est un écosystème complet de formation pour mieux t'aider à naviguer sur les marchés financiers. Tu as accès à des formations complètes, des coachings de groupe hebdomadaires où nous décryptons les tendances et les opportunités en temps réel, mais aussi des coachings individuels pour un accompagnement sur mesure adapté à tes besoins. Chaque matin, tu peux aussi avoir accès à des morning meetings qui vont te donner une vision claire des marchés avant même leur ouverture. Alors bien sûr, la base de tout cet apprentissage, ça réside dans nos formations ultra pédagogiques qui sont conçues pour te transmettre des méthodes éprouvées, que tu sois d'ailleurs débutant ou investisseur expérimenté. Bref, tout est fait pour te faire progresser en étant accompagné. Et si toi aussi tu veux rejoindre des centaines d'investisseurs actifs, eh bien toutes les infos sont dans la description. Allez, maintenant let's go, c'est parti. La première thématique d'investissement pour 2026, c'est clairement la défense. Et on le voit partout, les budgets augmentent, explosent, les tensions géopolitiques montent et la demande explose littéralement. C'est un secteur qui, qu'on le veuille ou non, entre dans une nouvelle phase d'accélération. D'ailleurs, en France, on a une hausse historique du budget. Le projet de loi de finances 2026 prévoit plus de 6,7 milliards d'euros supplémentaires par rapport à 2025 et près de 14 milliards dédiés au programme d'armement. L'objectif, c'est de porter l'effort de défense vers 3% du PIB d'ici 2030 avec une trajectoire qui pourrait monter jusqu'à 3,5% dans le cadre de l'OTAN. Donc concrètement, ça signifie des commandes régulières, des commandes qui sont durables et croissantes pour tout l'écosystème français. Je pense notamment à Dassault, Thales, à Safran, à MBDA, à Naval Group, mais aussi la chaîne de sous-traitants qui dépend de ces géants. Et cette dynamique, elle ne s'arrête pas aux frontières françaises. À l'échelle européenne, on le voit aussi, on assiste à ce qu'on appelle un véritable réveil stratégique à cause notamment et en partie du conflit en Ukraine. Les interrogations sur cette stabilité mondiale et les doutes sur le soutien américain poussent l'Europe à réinvestir massivement. Des programmes comme Readiness 2030, ils prévoient environ 800 milliards d'euros d'investissement, 800 milliards d'euros, avec un objectif qui est clair, c'est d'acheter une majorité d'équipements auprès de fournisseurs européens d'ici 2035. L'OTAN, de son côté, renforce également ses exigences. La barre des 2% du PIB est devenue la norme et les discussions vont désormais vers 3,5% à horizon 2035. Même l'inflation est intégrée dans les programmations, ce qui garantit une croissance réelle des budgets. Alors pourquoi cette montée en puissance ? Parce que le contexte géopolitique se dégrade. La guerre en Ukraine a remis au premier plan la notion de guerre de haute intensité, avec des besoins massifs en munitions, en artillerie, en véhicules blindés et en production industrielle rapide. Également les rivalités entre grandes puissances, je pense notamment à la Chine, aux États-Unis, à la Russie, qui s'intensifient et notamment dans l'Indo-Pacifique et en Afrique. Et à cela s'ajoutent des menaces hybrides, des cyberattaques contre les infrastructures critiques, des campagnes d'ailleurs de désinformation qui sont ciblées, des
d'opérations d'influence étrangère, de la criminalité organisée et narcotrafic, la défense ne concerne plus seulement l'armement classique, mais aussi le numérique, la data, la sécurité et même la souveraineté informationnelle. Et cette transformation, eh bien, elle crée de véritables poches d'opportunités. L'intelligence artificielle, les drones et antidrones, la cybersécurité, les munitions de nouvelle génération et même les technologies quantiques deviennent des priorités nationales et internationales. Ce sont des secteurs qui absorbent une grosse partie des budgets et qui façonnent déjà la défense de demain. Donc vous l'aurez compris, l'intelligence artificielle, le quantum, la cybersécurité, ce n'est plus de la science-fiction, c'est la guerre économique de demain. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment faire pour ne pas rater ce train en marche? Il y a plusieurs approches simples. Certains investisseurs se tournent vers les grands noms du secteur comme Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, BAE Systems ou en Europe également Thales, Safran, Dassault Aviation, Leonardo ou Rheinmetall. Ce sont des entreprises déjà très impliquées dans les programmes militaires mondiaux avec des carnets de commandes sur plusieurs années. Pour une approche plus diversifiée, il existe aussi des ETF spécialisés dans la défense et l'aérospatiale qui permettent d'investir dans un panier complet d'entreprises du secteur. Je pense notamment à des ETF comme le iShares US Aerospace et Défense, le SPDR S&P Aerospace et Défense ou encore certains ETF européens qui sont spécialisés et qui permettent d'être exposés au secteur de manière simple sans avoir à sélectionner individuellement chaque entreprise. Ça, c'est souvent l'option qui est plutôt privilégiée pour ceux qui veulent profiter de la dynamique globale du secteur tout en réduisant le risque lié à une seule entreprise. Alors évidemment, ce secteur comporte des risques. Le contexte géopolitique, il peut évoluer. Les chaînes d'approvisionnement restent quand même assez tendues et les critères ESG poussent certains fonds à exclure d'ailleurs totalement les acteurs de l'armement. Mais malgré ces limites, la tendance quand même générale qu'on peut observer, ça reste l'accélération, la réindustrialisation et le réarmement, ce qui en fait quand même une thématique structurelle qui est forte pour 2026. En 2026, il y a bien une thématique d'investissement impossible à ignorer, c'est l'intelligence artificielle. On est en train de vivre vraiment une accélération historique et les données que je vais vous montrer le confirment. L'IA transforme déjà les entreprises, les industries et même le marché du travail. Alors aujourd'hui, plus de la moitié des dirigeants considèrent l'IA comme un risque majeur pour leur secteur, au même niveau que les risques géopolitiques ou les cyberattaques. Et ça, je pense que c'est pas anodin. Ça montre que l'IA, c'est devenu un facteur de transformation profonde avec un impact qui est direct sur la stratégie des entreprises. Et si les entreprises investissent autant dans l'IA, c'est pour une raison très simple, la productivité. Donc selon les derniers sondages, 52% des organisations expliquent que leur premier objectif, c'est la réduction des coûts et l'efficacité opérationnelle. L'innovation, elle arrive seulement ensuite. On parle d'automatisation, d'analyse de données accélérée, de chaînes logistiques optimisées ou encore de maintenance prédictive. Bref, l'IA, ça devient quand même le moteur central du fonctionnement industriel. Mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est la vitesse à laquelle tout s'accélère. Parce que près d'un quart des dirigeants pensent que l'IA va transformer plus de la moitié des métiers d'ici seulement 2 ans. Et 47% estiment que ce changement massif va arriver en maximum 5 ans. Donc ça, c'est pas un futur lointain, c'est vraiment maintenant. Donc on le voit déjà dans les chiffres. Depuis la sortie de ChatGPT en 2023, les offres d'emploi se contractent tandis que les marchés boursiers explosent. Une économie produit plus, mais quand même avec moins de main-d'œuvre. Et au cœur de cette révolution, on trouve une réalité qui est souvent sous-estimée, c'est le secteur de l'IA qui est contrôlé par un nombre extrêmement réduit d'entreprises. Nvidia, OpenAI, Microsoft, Oracle, AMD, Intel, une poignée de ces géants, concentrent presque toute l'innovation mondiale. Nvidia, par exemple, est devenu le fournisseur unique de l'économie numérique grâce à ses GPU. OpenAI, valorisé près de 500 milliards, est au centre de tout l'écosystème logiciel. Microsoft finance et intègre, Oracle héberge, Nvidia équipe, tout est interconnecté. Les entreprises qui maîtrisent l'IA sont en train de prendre une longueur d'avance gigantesque et elles risquent évidemment de dominer les secteurs entiers de l'économie. Alors pour les investisseurs, plusieurs pistes existent. Certains vont chercher l'exposition directe en misant sur l'infrastructure, donc les fabricants de puces, les fournisseurs de cloud, les entreprises qui construisent la colonne vertébrale de l'IA en quelque sorte, et d'autres investisseurs vont préférer les acteurs capables d'intégrer l'IA dans leurs services, la santé, la cybersécurité, les industries, les services financiers. Et pour ceux qui veulent se diversifier sans prendre trop de risques, il existe également des ETF qui sont spécialisés, qui regroupent un panier complet d'entreprises qui sont liées à l'IA. Alors, oui, le secteur est risqué. Oui, il y a des enjeux éthiques évidemment, des enjeux réglementaires et géopolitiques. Oui, la concentration est un vrai sujet d'inquiétude, mais la tendance est claire, l'IA est en train de redessiner l'économie mondiale. Et pour 2026, c'est l'une des thématiques les plus fortes, les plus stratégiques et les plus structurantes.
Il y a une autre thématique d'investissement que je ne peux pas ignorer dans cette vidéo et pour 2026, c'est évidemment les crypto-monnaies. Malgré la volatilité actuelle et les changements majeurs qui peuvent arriver rapidement, c'est un mouvement structurel qui est de plus en plus porté par l'arrivée des institutions, la régulation et l'évolution même des fondamentaux de ces actifs. Alors, ce qui change tout, c'est l'arrivée, vous l'avez peut-être vu, des ETF au comptant, les ETF Bitcoin aux États-Unis, qui ont ouvert la porte à des acteurs qui n'avaient jamais eu accès aux crypto-monnaies auparavant. Des fonds de pension, des gestionnaires d'actifs traditionnels et des banques privées, etc. Toutes les institutions qui ne pouvaient pas légalement détenir du Bitcoin directement peuvent désormais y accéder de manière simple, de manière réglementée et totalement encadrée. Le résultat à tout ça, c'est que les ETF deviennent des acheteurs constants, des mécaniques qui absorbent quotidiennement une partie de l'offre en circulation. Et ce phénomène pourrait s'intensifier car certains analystes anticipent plus de 100 ETF crypto d'ici 2026, ce qui élargirait encore l'accès au marché au-delà du simple Bitcoin. Ce mouvement institutionnel ne se limite pas aux États-Unis. En 2026, les banques américaines auront la possibilité de détenir officiellement de la crypto dans leur bilan. Un changement qui est majeur, qui légitime l'actif et qui pourrait déclencher de nouveaux flux. Et en parallèle, en Europe, le règlement MiCA va jouer un rôle décisif. Ce cadre réglementaire, qui sera totalement d'ailleurs opérationnel au 30 juin 2026, va apporter une clarté que le marché n'avait encore jamais connue. Pour la première fois, on a un environnement harmonisé où les règles sont claires, où la protection des investisseurs est renforcée, où les institutions peuvent enfin intervenir sans risque juridique. Cette visibilité réglementaire, elle joue un rôle psychologique énorme. Elle va rassurer, elle va stabiliser et elle va attirer de nouveaux capitaux. Même aux États-Unis, la situation s'apaise. Le fait que la SEC ne place pas la crypto parmi ses priorités pour l'exercice 2026, c'est perçu comme un signal très fort. Pas de durcissement, pas d'attaque frontale et une forme de feu vert en quelque sorte implicite pour que le marché continue son développement autour des ETF existants. Mais l'adoption ne suffit pas. Les fondamentaux eux-mêmes évoluent de manière spectaculaire. Le Bitcoin devient de plus en plus rare. Le halving d'ailleurs de 2024 a réduit de moitié la création de nouveaux Bitcoins, alors même que la demande institutionnelle explose. C'est un choc d'offres et de demandes comme on en voit rarement sur un actif financier. De son côté, Ethereum a complètement changé de nature depuis son passage en Proof of Stake. Sa consommation énergétique a chuté et surtout l'actif permet désormais de générer un rendement grâce au stacking. Pour beaucoup d'acteurs, ce rendement de 4 à 6% par an, c'est un argument majeur pour détenir de l'Ether directement plutôt que via un ETF. En plus de cela, l'Ether reste la colonne vertébrale de toute la finance décentralisée, des NFT et des solutions de scalabilité. Son utilité est réelle, elle est massive et elle continue de croître. Mais évidemment, tout n'est pas parfait. Le marché crypto reste un marché à très haut risque. On le sait, la volatilité ne disparaît pas avec l'arrivée des institutions. On l'a vu d'ailleurs en 2025, rappelez-vous, avec la chute du Bitcoin sous les 100 000 $, qui a été provoquée par des prises de profit massives et un contexte macroéconomique qui était plutôt tendu. La psychologie du marché, elle continue de jouer un rôle central. Les mouvements peuvent rester très rapides en fonction des annonces réglementaires ou des liquidations forcées sur les plateformes. Et un autre point important commence à apparaître d'ailleurs, c'est la corrélation croissante avec les marchés traditionnels. Plus les cryptos entrent dans les portefeuilles institutionnels, plus elles se comportent comme des actifs technologiques classiques. En période d'aversion au risque, Bitcoin et Ether sont vendus au même titre que les actions du Nasdaq. L'idée d'un actif totalement décorrélé s'efface progressivement. À cela s'ajoutent les risques techniques et opérationnels. Les attaques cyber restent fréquentes, tout comme les failles dans certains contrats intelligents de la défini. Ce sont des risques structurels que les investisseurs doivent accepter. Et la fiscalité d'ailleurs aussi peut devenir complexe, notamment en France où certains produits dérivés ou ETF synthétiques impliquent des obligations déclaratives qui sont quand même assez lourdes. Alors des réformes sont attendues en 2026 pour simplifier tout ça, mais rien n'a encore acté. Malgré ces défis, la tendance générale elle reste clairement positive. Entre l'arrivée massive des institutionnels, la clarification réglementaire, la rareté croissante du Bitcoin et l'utilité grandissante d'Ethereum, le marché il entre dans une nouvelle phase de maturité. Donc pour 2026, Bitcoin et Ether ne sont plus des paris spéculatifs, ils deviennent des acteurs financiers à part entière qui sont intégrés dans les portefeuilles mondiaux et qui sont soutenus par une demande structurelle qui n'existait pas il y a encore 3 ans. Si cette classe d'actifs t'intéresse et que tu es aligné avec le risque qui en découle, alors petit instant promo, je t'invite à aller découvrir notre formation Crypto Pro, ce sera le meilleur moyen pour toi de te lancer en crypto.
Après avoir parlé de la défense de l'IA et même des cryptos, on va évoquer la dernière partie, pas des moindres, les actions à dividendes. En 2026, leur intérêt est plus fort que jamais. L'inflation reste élevée, le coût de la vie continue d'augmenter, les obligations ne couvrent plus toujours la montée des prix et beaucoup de gens recherchent une source de revenus régulière, stable, quelque chose qui tombe automatiquement même lorsque les marchés sont agités. Alors je pense notamment aux dividendes aristocrates et aux dividendes kings qui sont au cœur de cette stratégie. Ce sont des entreprises qui ont prouvé leur solidité pendant des décennies. Les aristocrates augmentent leurs dividendes depuis au moins 25 ans et les kings le font depuis 50 ans ou plus. Elles ont traversé les crises pétrolières, l'éclatement de la bulle Internet, la crise de 2008, la pandémie, l'inflation, tout en continuant à verser de l'argent à leurs actionnaires. C'est ce qui rend ces titres si intéressants pour ceux qui cherchent en quelque sorte à construire un revenu passif qui est fiable. Et ce n'est pas uniquement une impression. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sur les 30 dernières années, le groupe des Dividend Kings a généré une performance annuelle moyenne autour de 12% dividendes réinvestis, alors que le S&P 500 tournait plutôt autour de 9 à 10%. On oublie souvent que sur le long terme, près de 40% de la performance totale du marché américain provient des dividendes. Ça, c'est quand même énorme. En 2026, dans un environnement instable, ces entreprises deviennent un point d'ancrage. Elles ne promettent pas de te rendre riche en quelques mois, mais elles apportent une stabilité, un rythme, une sorte de respiration. Puisque recevoir 5 euros, puis 10 euros, puis 20 euros de dividendes peut paraître symbolique au début, mais c'est surtout un changement de mentalité. Ton argent commence enfin à travailler pour toi. Alors la question qui revient souvent, c'est comment investir concrètement dans ce type d'action. Eh bien, il existe plusieurs approches. Certains choisissent d'acheter directement les actions individuelles, par exemple prendre du Coca-Cola, du Johnson & Johnson ou du PepsiCo. Alors ça, c'est une méthode simple qui permet de choisir précisément les entreprises qui t'inspirent le plus et la plupart des courtiers te proposent d'ailleurs de réinvestir automatiquement les dividendes. D'autres préfèrent utiliser des ETF spécialisés dans les dividendes. C'est souvent d'ailleurs la solution la plus simple et la plus accessible pour débuter, surtout avec de petits montants. Un ETF te permet d'être instantanément diversifié sur des dizaines de sociétés à dividendes sans avoir besoin de choisir toi-même chaque action. Et c'est souvent la meilleure des solutions. En Europe comme aux États-Unis, il existe des ETF dédiés aux dividendes aristocrates ou encore aux dividendes mondiaux. Beaucoup ont une version, ce qu'on appelle accumulating, qui réinvestit automatiquement les dividendes pour toi, qui accélère, tu l'auras compris, encore l'effet boule de neige. Et puis il y a un élément qu'on oublie souvent, les REITs, c'est-à-dire l'immobilier coté en bourse. Ce sont des sociétés immobilières qui légalement doivent reverser 90% de leurs profits sous forme de dividendes. Alors ça, c'est un moyen très intéressant de se diversifier parce que ces titres réagissent différemment des actions traditionnelles. Un REIT comme Realty Income verse même un dividende qui est mensuel, ce qui est quand même assez rare et très apprécié de ceux qui construisent une rente progressive. Alors là encore, tu peux acheter un REIT individuel ou passer par un ETF qui regroupe les principaux acteurs mondiaux de l'immobilier coté. Alors bien sûr, les dividendes ne sont pas une stratégie sans risque. Un rendement qui est trop élevé peut parfois être un piège, le signe d'une entreprise en difficulté. Un dividende n'est jamais garanti évidemment et les sociétés peuvent le réduire ou le supprimer si leurs finances se contractent. Les rates, eux, peuvent souffrir lorsque les taux d'intérêt montent et lorsque tu investis dans des actions américaines, il faut aussi tenir compte de la fiscalité et du risque de change. Mais donc pas sur une stratégie magique, il n'y a jamais de stratégie magique, ni sur un revenu qui est entre guillemets sûr à 100%, mais plutôt sur une philosophie à long terme qui est disciplinée et qui vise à stabiliser ton patrimoine et à générer progressivement du revenu. Ce que je veux que tu retiennes, c'est que les dividendes sont un outil, pas une promesse. C'est une façon de te créer un socle solide, un flux régulier, un complément de revenu. Et l'avantage, c'est que tu peux commencer avec peu, avec 10, 20, 30 euros par mois, peu importe. Le plus dur, c'est pas le montant, c'est vraiment le premier pas, de lancer entre guillemets ta machine. Une fois que tu as enclenché cette dynamique, eh bien tu construis petit à petit quelque chose qui peut vraiment transformer ton rapport à l'argent. En 2026, dans un monde incertain, c'est un avantage qui est énorme. Et pour terminer, il y a un point essentiel qu'on répétera jamais assez, c'est la diversification. En 2026, oui, il existe des segments extrêmement intéressants, on l'a vu d'ailleurs dans cette vidéo, des opportunités dans la défense, dans l'IA, dans la crypto, ou même dans les actions à dividendes, mais aucune thématique, même prometteuse, ne doit devenir ton seul pilier. Mettre tout ton capital dans une seule catégorie, c'est vraiment s'exposer inutilement à des chocs que personne ne peut prévoir. L'idée, c'est au contraire de segmenter un peu partout, d'équilibrer son portefeuille entre plusieurs moteurs de croissance et plusieurs sources de revenus. Donc diversifier, c'est pas renoncer au rendement, c'est vraiment réduire les risques tout en donnant davantage de stabilité à ton avenir financier. Bon, la Team Alti, c'est la fin de cette vidéo. Il n'y a pas que ces secteurs-là qui sont pertinents pour 2026. Il en existe évidemment plein d'autres. L'idée ici, c'était simplement de donner des pistes, des éléments que tu peux explorer par toi-même. Et si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Donc sur ce, je te souhaite et je vous souhaite à tous de bons trades et de bons investissements.